Le destin. Dans un univers apparemment régi par des lois physiques, est-ce qu'il serait possible que nous soyons responsables de nos actes? Ou bien est-ce que nos vies, elles suivent simplement des chemins préétablis? C'est ce que nous allons voir dans ce 118e épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode que j'avais vraiment hâte de faire. Il m'a pris énormément de temps de recherche pour vous faire un bon épisode en béton parce que ce dont on va parler aujourd'hui est assez complexe, assez lourd, dans le sens où il y a énormément de choses qui se disent à ce sujet et il est parfois difficile de savoir quoi en penser réellement. Donc aujourd'hui on va parler du destin. Et dans le destin se mêle la notion de chance, de hasard également. Pour moi, c'est des choses qui vont pas l'une sans l'autre, mais on va vraiment parler du destin et se focaliser là-dessus aujourd'hui. Peut-être que je ferai un autre épisode qui parle du hasard et puis de la chance, etc. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le destin. J'ai structuré cet épisode en plusieurs parties. Donc tout d'abord, on verra comment le destin est vu que ce soit dans les religions, la spiritualité, et on va voir aussi ce que la science elle en pense à ce sujet, parce que vous le savez, dans ce podcast on aborde tous les sujets, mais on essaye de comprendre comment ça fonctionne, on essaye de voir si la science elle a avancé dans leur compréhension. Pour moi c'est très important. Denis Diderot, un écrivain français du siècle des Lumières, disait: nous croyons conduire le destin, mais c'est toujours lui qui nous mène. Pour Diderot, apparemment, nous avons tous un destin que l'on choisit pas et que l'on suit fatalement, qu'on le veuille ou non. Le destin serait finalement de dire que quoi qu'on fasse, on a forcément un avenir tout tracé pour nous. Quoi qu'on fasse, nos décisions sont déjà prises à l'avance. Il existe un autre terme qui se rapproche du mot destin, mais qui est tout de même un peu différent. C'est le mot déterminisme. Le déterminisme est une théorie selon laquelle tous les événements, y compris les actions humaines, sont déterminés par des causes antérieures ou des lois naturelles, de telle sorte qu'il est possible, en principe, de prédire l'avenir si on connaît toutes les conditions initiales. Je vous donne un exemple très concret, le mouvement des planètes dans le système solaire. Il existe une loi, la loi de gravitation universelle formulée par Isaac Newton. En vertu de ces lois, les positions et les mouvements des planètes peuvent être calculés avec une grande précision en fonction de leur masse, de leur position et de leur vitesse, et aussi selon l'influence des autres planètes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire précisément que telle ou telle planète sera dans tel endroit de l'univers et qu'on pourra par exemple la voir depuis la planète Terre à telle heure. C'est super précis, c'est calculable. C'est le déterminisme. Les événements sont déterminés par des lois naturelles, donc on peut prédire ce qui va se passer. Un autre exemple, c'est la météo. Si on connaît suffisamment de données sur la température, la pression atmosphérique, l'humidité, etc., ça va être possible de prédire avec une certaine précision plus ou moins grande le temps qu'il va faire dans un certain endroit donné. Là aussi, c'est des lois naturelles. Finalement, tout ça implique que l'avenir est en quelque sorte déjà fixé en fonction des conditions actuelles ou passées. On pourrait rapprocher le déterminisme au destin. Mais, il y a un mais, c'est qu'il y a quand même une différence entre le déterminisme et le fatalisme qui est finalement le destin. Le fatalisme, c'est une croyance selon laquelle les événements sont prédestinés à se produire peu importe nos actions ou nos efforts pour les influencer. C'est donc quand même assez différent du déterminisme qui repose sur cette idée que les événements sont déterminés par des causes passées ou des lois naturelles. Le fatalisme, il vient vraiment parler de cette notion de destin, presque comme une volonté divine. La fameuse phrase qui dit « ce qui doit arriver arrivera » résume bien le fatalisme.
Si on prend l'exemple que vous avez passé un entretien d'embauche la semaine dernière, que vous ayez fait une très bonne impression et qu'à la fin vous obtenez le job de vos rêves. Si le destin avait vraiment voulu que vous obteniez ce travail, alors peu importe que vous ayez fait une bonne impression ou non, ou même que vous ayez pris la peine de vous présenter à l'entretien, vous allez quand même obtenir le travail de toute façon, même si vous étiez resté au lit. Finalement, le travail vous serait un peu tombé du ciel. C'est le destin, le fatalisme. Le déterminisme, lui, impliquerait que si le résultat final est en effet que vous obtenez ce job, il y a des causes naturelles ou des causes passées qui doivent être rentrées en compte pour que ça arrive. Donc dans ce cas, ça serait de se lever de son lit, se préparer, faire une bonne présentation. Il faut toujours que certaines choses se produisent dans un certain ordre pour que les choses qui sont déterminées à se produire se produisent. Vous comprenez un peu la subtilité ? Dans les lois naturelles des choses, votre choix de vous lever et d'aller à cet entretien d'embauche a été régi par des lois de la nature qui sont les lois de votre corps physique, les neurones qui se connectent pour vous donner ces idées et impulsions d'engendrer les actions qui vont permettre d'arriver au but final. Mais finalement, si chaque personne, vous, moi, sommes le résultat d'un enchaînement d'actions depuis le Big Bang jusqu'à notre conception, etc., le libre arbitre serait presque une illusion, non ? Si tous nos choix sont déterminés par notre éducation, notre culture, notre personnalité, nos gènes ou notre psychologie, ce qui pourrait venir apporter une grande différence et tout changer, on va dire, c'est que certes, plusieurs choses sont prédestinées par plein de facteurs naturels et actions passées, mais un être humain a tout de même une certaine réflexion, une certaine conscience de lui-même. Par exemple, si on a vécu une enfance traumatisante et qu'on a subi des violences, beaucoup de psychologues diraient que si l'enfant en grandissant ne fait rien, il pourra soit faire subir ce qu'il a vécu à d'autres, soit au contraire devenir totalement replié de la société par peur de revivre la même chose. Dans les deux cas, les conditions passées font qu'il a un destin déjà tracé sur deux voies en tout cas. Mais étant donné qu'une personne peut prendre conscience de son propre fonctionnement et prendre du recul par rapport à ce qu'elle est, elle est dans son pouvoir de changer. Elle peut se libérer de cette enfance difficile et de ses réflexes psychologiques. Le déterminisme, en tant que concept philosophique, remonte déjà à l'Antiquité, mais c'est assez difficile de dire avec certitude qui l'a inventé, entre guillemets, en premier. On a eu des philosophes comme Épicure ou encore des philosophes stoïciens qui ont aussi étudié des idées liées au déterminisme. Et il y a eu aussi Spinoza, David Hume, Immanuel Kant. Finalement, le déterminisme n'a pas vraiment été inventé ni découvert par quelqu'un, mais il a plutôt été développé et exploré par plusieurs penseurs à travers l'histoire de la philosophie. Si on revient au destin, l'exemple le plus célèbre qui illustre très bien la notion de destin est le mythe d'Œdipe. Dans ce mythe, l'oracle de Delphes avait prédit qu'Œdipe tuerait un jour son père et épouserait sa mère. En apprenant ça, ses parents biologiques, le roi Laios et la reine Jocasta, tentent de contrer cette prophétie en abandonnant le bébé Œdipe pour qu'il meure. Mais Œdipe est sauvé et élevé dans une autre famille. Il grandit tout en ignorant ses vraies origines. Malgré les efforts de ses parents adoptifs pour le protéger de son destin, Œdipe finit par le réaliser malgré lui. Comme il ignore sa véritable identité, il tue son père biologique, le roi Laios, et finit par épouser sa mère Jocaste. Il devient le roi de Thèbes. Ce n'est que plus tard, quand la vérité éclate au grand jour, qu'Œdipe se rend compte qu'il a accompli inconsciemment la prophétie. Ce mythe vient vraiment illustrer la lutte entre notre volonté, notre libre arbitre et le destin. Œdipe a cherché à échapper à la prophétie, il a essayé de prendre un autre chemin, mais toutes ses actions l'ont finalement conduit à réaliser la prédiction malgré lui. Jean de La Fontaine, un homme de lettres français, a dit « On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter ». Et c'est un peu ce qui est arrivé à Œdipe. La notion de destin est abordée de différentes façons dans les religions. Par exemple, pour les musulmans, le qadar, c'est la croyance que Dieu a prédestiné tout ce qui se produit dans l'univers, y compris
les actions et les choix des personnes. Mais c'est pas juste du destin pur et dur. Le qadar n'exclut pas le libre arbitre. Les musulmans croient que Dieu a accordé aux humains le pouvoir de faire des choix, mais que Dieu connaît déjà à l'avance ses choix. À l'intérieur du christianisme, ça varie selon les différents mouvements. Dans le calvinisme, qui est une branche du protestantisme, on dit que Dieu a choisi à l'avance qui sera sauvé et qui sera condamné. Dans l'arminianisme, qui est un peu une alternative au calvinisme, on parle de libre arbitre et de la possibilité pour les personnes de choisir leur propre destin en acceptant ou en rejetant Dieu. Dans l'hindouisme, on croit au karma. Donc ça influence la notion de destin parce que selon la loi du karma, les actions d'un individu dans cette vie et dans les vies passées déterminent son destin futur. Dans le bouddhisme, c'est un peu comme dans l'hindouisme, c'est-à-dire qu'ils croient aussi au karma, mais ils mettent plus l'accent sur la responsabilité individuelle et le pouvoir de changer notre destin. Et dans le judaïsme, la notion de destin est souvent associée à la providence divine. Les juifs croient au libre arbitre et en la responsabilité individuelle. Le destin dans le judaïsme est souvent interprété comme une combinaison de la volonté de Dieu et des actions humaines. Voilà en résumé ce qui se passe du côté des religions. Mais moi, j'ai pas envie de me contenter simplement de ce que la religion dit ou ce que la spiritualité pense du destin. J'ai envie de voir si la science a avancé à ce sujet. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur le nom d'un scientifique physicien français, Philippe Guillemont. Il est notamment l'auteur de la théorie de la double causalité. Enfin non, c'est pas vraiment lui l'auteur, c'est qu'il a repris cette théorie et il l'a fait aller un peu plus loin. C'est ce que j'ai compris en tout cas de ses différentes interviews. Et cette double causalité, c'est un modèle de création de la réalité fondée sur le libre arbitre. Il a expliqué et présenté cette théorie dans son livre La route du temps. Ce modèle de création vient donner une explication rationnelle de la synchronicité, dont j'avais déjà souvent parlé dans mon podcast, et qui vient finalement créer une sorte de pont entre la science et la spiritualité. Quand je parle de double causalité, ça peut paraître un peu abstrait pour vous, et je vous rassure, ça l'était aussi un peu pour moi, mais maintenant j'ai encore mieux compris. Selon Philippe Guillemont, la double causalité propose que notre réalité, donc celle que l'on vit ici et maintenant, est influencée par deux niveaux de causalité. La causalité dite classique et la causalité quantique, qui interagissent pour façonner notre expérience de la réalité et du temps. Donc la causalité, c'est la relation de cause à effet. La causalité dite classique, c'est tout bêtement, vous avez un verre d'eau posé sur une table, si vous poussez le verre d'eau avec votre main, il va tomber de la table et se renverser. La cause, c'est votre action de pousser le verre d'eau. L'effet, c'est que le verre d'eau tombe de la table et se renverse. C'est la causalité classique. La causalité quantique, comme son nom l'indique, va concerner les interactions au niveau quantique, donc au niveau minuscule, au niveau des atomes et particules. Ici, c'est les lois de la physique quantique qui règnent. Et là, pour donner un exemple parlant, c'est plus difficile, mais je vais quand même en donner un. Restez avec moi. On peut par exemple aller chercher un atome instable qui va subir une désintégration radioactive. Ok. Lorsque cet atome se désintègre, il va émettre une particule radioactive, un électron ou un photon, et se transformer en un autre type d'atome plus stable. Ici, la cause serait le processus de désintégration de l'atome, et l'effet serait l'émission d'une particule radioactive et la transformation de l'atome. C'est un peu scientifique, mais c'est vraiment à ce niveau que ça se passe. Donc, tout ça pour dire que même si on peut prédire une certaine probabilité qu'un atome se désintègre à un moment donné, dans la causalité quantique, on ne peut pas prédire avec certitude le moment exact où ça va se produire pour un autre atome. Mais on observera des tendances statistiques. C'est probable que ça se passe comme ça, mais c'est pas sûr. Alors que la causalité classique, il n'y a pas de doute. Si on pousse le verre,
il tombe, vu qu'il y a la force de gravité qui fait que chaque objet qui existe est attiré par le sol, etc. Donc cette théorie de double causalité quantique et classique, développée par ce physicien français, vient remettre en question les conceptions traditionnelles de la causalité et du déterminisme qui sont bien en place dans la communauté scientifique d'aujourd'hui. En gros, ce scientifique suggère que notre propre conscience peut jouer un rôle dans la création de la réalité et donc influencer notre futur et notre destin. Dans son livre La route du temps, le physicien Philippe Guimand propose une nouvelle perspective sur la nature du temps et de la réalité. Pour lui, le temps ne devrait pas être considéré comme linéaire, donc comme un fil, une route tout droite que l'on suit, mais plutôt comme une route avec plusieurs autres routes qui partent à droite, à gauche, qui montent, qui descendent, et qu'on peut prendre comme on veut. Le temps serait une construction de notre esprit humain, avec une série de potentiels ou de possibilités, plutôt qu'une ligne droite avec un début et une fin. Et c'est là qu'intervient la double causalité, c'est-à-dire que notre futur serait pas seulement influencé par la causalité classique, mais également au niveau de la causalité quantique. Et là, ça changerait ce que l'on connaît du futur. Dans son livre, Guimand explore aussi l'idée selon laquelle nos pensées et nos intentions peuvent influencer la façon dont les événements se déroulent dans le futur. Il pense que la conscience humaine peut jouer un rôle dans la création de la réalité à travers ce qu'il appelle l'effet de réalité anticipée. Selon Philippe Guimand, nos intentions et nos attentes, elles peuvent agir comme des aimants temporels qui attirent des futurs potentiels qui matchent, si vous voulez, avec nos pensées et nos désirs, donc qui s'alignent quoi. En d'autres termes, nos pensées et nos intentions peuvent avoir un effet sur la manière dont les événements se manifestent dans le monde extérieur. Ça rappelle un peu la loi de l'attraction. Alors, ce n'est évidemment qu'une théorie à ce stade, plusieurs chercheurs sont intéressés à ça, alors que d'autres le sont moins et n'aiment pas du tout cette théorie, mais quoi qu'il en soit, qu'ils aiment cette théorie ou non, il faut bien que la science et la physique avancent, et c'est qu'en se posant ce genre de questions et en créant des ponts entre la spiritualité et la physique qu'on avancera. Parce que soit on écartera cette hypothèse, soit on va la prouver, mais il faut forcément s'y pencher. Évidemment, dans le monde, c'est pas le seul scientifique à s'intéresser de près ou de loin à la notion de destin, de synchronicité et de futur, plus ou moins modifiable. Mais cet épisode serait trop long et le but c'est pas d'en faire une thèse, donc je vais pas vous parler de tout cela. Mon but c'est vraiment de vous donner une explication claire et simple sur cette notion de destin et pour vous donner des bases. Donc finalement, cette théorie de Philippe Guimand, ce physicien français, on peut la visualiser comme un réseau de plusieurs chemins. Si vous êtes sur YouTube, je vais vous afficher un schéma, voire même une vidéo pour vous montrer comment ce scientifique voit la chose. Et je vous conseille vraiment d'aller le voir, même si vous écoutez le podcast sur Spotify ou ailleurs, revenez après sur YouTube, il faut vraiment que vous regardiez cette vidéo qui est vraiment très très parlante. Donc voilà, je vous conseille d'aller la voir après. Mais à ce stade-ci, on se trouve avec un futur déjà réalisé, un futur déjà fixé. Mais il existe également d'autres possibilités de futur. C'est juste qu'à ce stade, nous sommes tous sur une route vers un futur précis. Mais libre à nous de changer de route pour aller vers un autre futur, un autre destin. Vu que ces routes existent, comme sur le schéma, on voit bien que plusieurs routes parallèles existent, en même temps que les autres. Elles représentent nos destins alternatifs possibles. Vient alors la question la plus importante, c'est à quel moment est-ce que notre chemin bascule du destin A vers le destin B? Quand est-ce qu'on sait qu'on a changé de route et qu'on va vers un autre destin? Sachant que tout l'univers finalement doit un peu se réorganiser pour nous ouvrir la voie vers notre nouveau destin, le destin B. Pour mieux comprendre, on va visualiser quelque chose ensemble. Imaginez une ligne rouge. Cette ligne, c'est votre destin futur, qui est programmé par les décisions que vous avez prises hier, avant-hier, aujourd'hui. Or, vous avez pris la décision à un moment T, on va l'appeler T1, que finalement vous n'aimez pas la voie sur laquelle vous êtes.
niveau sentimental, niveau professionnel, peu importe. Vous vous dites, j'en ai marre d'être dans ce boulot, j'aime pas la façon dont je suis traitée dans cette relation, je veux mieux, etc. Là, vous vous mettez à rêver mieux. Vous vous mettez à penser à une autre réalité, à rêver à d'autres possibilités. Ah, mais si je changeais de métier? Et si je rencontrais la personne qui est réellement faite pour moi? À ce moment-là, au moment T1, où vous prenez cette décision, où vous vous rendez compte que vous avez envie de changer des choses, il y a une nouvelle ligne qui apparaît à côté de la ligne rouge. Une ligne bleue, mais qui est toute collée à la ligne rouge de votre futur. On la voit à peine, mais on sait qu'elle existe. Alors concrètement, à quel moment on va prendre cette ligne bleue, cette deuxième ligne qui est apparue et qui est notre nouveau destin? Parce que là, on est bien engagé sur la ligne rouge. Même si on voit la ligne bleue, on n'a encore pris aucune action concrète pour changer. Et bien justement, toute la science et les recherches sur ce sujet se posent la même question. Est-ce qu'on change de destin au moment même où on prend la décision de changer de voie, c'est-à-dire au moment T1, ou est-ce qu'on change de destin au moment T2, c'est-à-dire au moment où il y a effectivement une opportunité matérielle, physique, qui se présente à nous et que l'on prend et qu'on fait cette bifurcation? Certains pensent que le destin change au moment T2, moment où les lignes rouges et bleues se séparent totalement et vont dans deux directions opposées. Et d'autres pensent que c'est au moment T1, le moment où se forme dans notre cerveau l'idée de changer de voie. Qu'est-ce qu'il se passe au moment T1 pour que mon intention d'aller vers un autre destin ait non seulement laissé une trace dans mon cerveau, mais également laissé une trace dans l'univers, puisque il va devoir se réorganiser de manière à prendre en compte le fait que je veux aller vers le futur B et plus vers le futur A qui m'était prédestiné. Eh bien pour Philippe Guimand, c'est là que les synchronicités rentrent en jeu. Elles rentrent en jeu au moment où on est un peu comme un papillon dans notre chrysalide, au moment où on sait qu'on veut plus de notre ancien futur, mais qu'on veut le nouveau. Elles apparaissent comme des coups de pouce. Il y a des opportunités qui apparaissent justement pour nous donner de plus en plus de choix et de chemins possibles qui vont nous mener vers ce nouveau futur. Et c'est là que c'est bien d'être attentif aux synchronicités et d'y croire, d'y être sensible. J'avais d'ailleurs fait un épisode entier à ce sujet, je vous le mettrai en barre de description, je vous invite à aller l'écouter aussi. Mais voilà, une fois notre envie de changer décidée, il faut qu'on soit attentif aux différentes synchronicités et opportunités parce que c'est elles qui vont nous amener vers ce nouveau futur. Par contre, il y a quelque chose que l'on appelle la résistance du futur. Ça aussi, le physicien en parle. La résistance du futur, c'est votre ancien futur, que vous ne voulez plus, qui tente de vous garder. Qui tente de vous garder sur le chemin de l'ancien futur. Ce qui est logique. Et ça, c'est par exemple, vous vous rendez à un entretien d'embauche pour justement votre job de rêve. Et là, votre voiture, elle démarre pas. Là, il faut avoir un peu de discernement et se dire, est-ce que cette panne est de ma faute? J'entends, est-ce que je n'ai pas fait réviser ma voiture depuis 5 ans? Est-ce que j'ai pas mis d'essence, etc. Ou est-ce que c'est un problème qui n'est pas de ma faute et qui n'a pas d'explication très logique? Je sais pas, vous avez fait votre révision de voiture il y a 3 mois, votre plein est fait, et en plus, elle vous lâche pile au moment où vous allez faire un changement important dans votre vie. Là, c'est très bizarre. C'est une synchronicité, mais de votre ancien futur. Et à ce moment-là, c'est une très très bonne nouvelle pour vous. C'est que vous êtes sur le point de quitter votre voie principale et de prendre un autre chemin, le chemin vers votre nouveau futur, vers la ligne bleue. Il faut vraiment regarder la vidéo que je présente sur YouTube, j'insiste un peu là-dessus parce que vous allez vraiment mieux comprendre. Mais il faut se rendre compte qu'à ce moment, quand on est en train de vouloir se diriger vers cet entretien d'embauche qui va automatiquement nous faire changer de voie et de destin, on est dans une énorme instabilité. Ou devrais-je dire, l'univers est dans une énorme instabilité. À la fois, vous êtes dans votre présent, sur la route du futur que vous êtes censé emprunter, et à la fois, il y a plein de petits chemins qui commencent à apparaître petit à petit
pour vous mener vers votre nouveau futur. Mais c'est tellement instable, c'est tellement pas clair que l'univers, il aime pas ça. La physique aime pas ça. Alors ils vont faire tomber en panne votre voiture pour que vous n'alliez pas à votre entretien et pour que l'instabilité cesse et que vous restiez sur votre chemin de base. C'est pas fou, dit comme ça, mine de rien, ça paraît presque logique. Finalement, faut se dire que si vous avez des emmerdements qui sont pas vraiment de votre faute quand vous êtes sur le point de changer de voie, c'est peut-être un très bon signe. Donc pour répondre à la question de si on a vraiment un futur, ou plutôt un destin, et si oui, est-ce qu'on a un libre arbitre? Est-ce qu'on peut le changer? D'après toutes ces études et hypothèses, il existerait un mécanisme régulateur du futur de l'univers. En gros, notre conscience serait ce régulateur, à travers duquel s'exprime notre libre arbitre. Et ça voudrait dire qu'au moment T1, le moment où on pense déjà à changer de voie, il y a déjà des possibilités qui se construisent. Et ça serait un raisonnement déterministe. Action, conséquence. On pense, on active des possibilités. Mais nos consciences ne changeraient pas les choses de manière immédiate, évidemment, seulement petit à petit, comme à poser des pierres gentiment pour construire une maison. Comme le dit très bien Philippe Guillemant, aujourd'hui, c'est des théories qui commencent à enfin intéresser certains scientifiques et c'est pour ça que lui-même a écrit des livres et des thèses à ce sujet. Mais on se trouve encore dans une société où l'attitude rationnelle est dans de nombreux cas trop rigide et déterministe, motivée par l'argent et le pouvoir. La science est construite pour évacuer la religion finalement, mais elle a tout évacué, sans rien garder. Ce qu'il faudrait vraiment pas faire, quoi. Et on vit aussi dans un monde où la spiritualité, la religion est trop souvent en dérive vers des pensées sectaires, une dévotion sans limite et un isolement. Et on voit finalement très peu d'attitudes équilibrées de nos jours. Un équilibre sain entre raison et foi est fondamental pour avancer dans un monde aussi complexe que le nôtre où tout n'est pas encore explicable. Heureusement, il y a de plus en plus de physiciens qui remettent en cause des théories censées être inébranlables par la science, comme le physicien danois Nielsen, le physicien Pauli, qui a eu un prix Nobel, Prigogine, physicien et chimiste belge, prix Nobel également. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça avance. En résumé de cet épisode, qu'est-ce qu'il faut retenir quant à l'existence d'un destin et ce que la science en pense? 1. Notre futur peut déjà être créé. Notre destin peut déjà être créé, mais on aurait quand même un libre arbitre qui permettrait de le changer. 2. Notre ligne temporelle n'est pas figée, elle peut être remplacée par une autre ligne qui lui est parallèle dans le présent. 3. Les synchronicités sont le signe que l'on est en train de changer de destin, de futur. 4. La fonction du moment présent n'est pas de créer la réalité, qui existe déjà, mais de choisir notre futur par l'effet de nos consciences. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je mettrai toutes les sources intéressantes en barre de description si vous voulez aller plus loin dans le sujet. Je vais très certainement reparler de tout ça à l'occasion d'un autre épisode, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais en tout cas, je vous invite à vous intéresser aux travaux de ce physicien, Philippe Guillemant, qui sont vraiment intéressants pour une fois qu'un scientifique ose dire que là, il y a un trou dans ce qu'on sait et qu'il faut étudier ce trou sans forcément toujours parler de hasard. Donc ça fait du bien. Je vous conseille mon épisode sur les synchronicités aussi, si vous désirez approfondir le sujet. Et sinon, vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes du podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.